Ça a l'air de fonctionner correctement. Bon, et ben voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour cet troisième épisode du Meetup Accessibilité à 11Y Lutèce. Donc je vais présenter un petit peu le Meetup, les hosts, les intervenants. Alors, les co-organisateurs, moi-même, Jean-Pierre Gay et donc Sébastien, qui également officie sur différents meet-up liés aux technologies, notamment aux technologies JavaScript, voilà, pour ceux qui seraient également intéressés. Donc, le meet-up à 11Y Lutèce, c'est un meet-up assez récent que l'on souhaite pour le moment organiser sur une fréquence bimestrielle. Donc, son objectif, c'est de parler de l'accessibilité numérique et puis éventuellement de tout ce qui serait connexe à ces technologies. Mais bien entendu, l'idée, ce n'est pas juste de faire un meet-up technique. Bien entendu, l'idée, c'est aussi d'avoir des retours d'expérience, d'avoir des témoignages. Donc, il est vraiment ouvert à toute personne qui se sent investie par ce sujet. Alors, le meet-up en lui-même, quelques informations donc, sur le code de conduite. Tous les organisateurs, que ce soit l'host, nous-mêmes, ou les intervenants et intervenantes, sont bénévoles. Donc, l'idée, voilà, c'est d'être respectueux, bien entendu, des lieux et des personnes. Et puis, bien entendu, si jamais il y a des choses qui sont échangées, vous pouvez poser des questions en fin d'intervention. Et même, si jamais l'ensemble des propos échangés ne vous plaisent pas, vous avez tout à fait la possibilité de venir proposer, une contre-argumentation à l'occasion d'un talk ultérieur. Donc voilà pour les talks, et justement on évoque le fait de pouvoir intervenir. Si jamais vous seriez intéressé pour intervenir, n'hésitez pas à scanner le QR code. De cette manière-là, vous basculerez sur un formulaire qui vous permettra de vous signaler à nous pour être futur intervenant ou intervenante lors d'un prochain meet-up. Donc, voilà, nouvelle techno, aide aux débutants, partager un retour d'expérience, parler d'un sujet précis sur l'accessibilité numérique, c'est vraiment ouvert à tout type d'intervention. Est-ce que tu veux que je baisse pour voir les titres ? Je devine les titres, donc ça va pouvoir aller. Donc, voilà, on commence à être un petit peu en anticipation, et donc on peut d'ores et déjà vous préciser la prochaine date à venir. Donc la prochaine session du Meetup sera le 7 avril. Donc pour ceux qui seraient intéressés d'y participer, vous pouvez déjà noter cette date dans vos carnets, sachant qu'a priori, il n'y aura pas de souci, on a verrouillé la date en question. Donc, ce soir vont donc intervenir 4 intervenants, mais sachant que l'ordre qui vous est présenté, initial qui était présenté ici, se trouve un peu perturbé, puisque Anaïs et Félix, qui devaient intervenir en premier, ne sont pas encore là, parce qu'ils viennent du Mans, ils viennent en train. Leur train a eu des perturbations. Ils n'ont pas pu prendre le train suivant parce que, Anaïs étant une personne en fauteuil roulant, le train n'était pas adapté au fauteuil roulant. Et donc, ils ont dû attendre une prochaine rame pour pouvoir monter dans le train et arriver jusqu'à nous. Donc, ils sont en route et ils vont nous rejoindre incessamment sous peu. Et donc, quand ils seront là, ils pourront effectivement intervenir. Et donc, notre premier orateur sera Zuber, qui était vraiment très impatient d'intervenir. Donc sur le sujet de faire un podcast accessible, et puis nous aurons ensuite Hamza,
donc de chez FontGuys, qui lui interviendra justement sur le contrôle de l'accessibilité. Donc là, on sera sur un sujet, on va dire, beaucoup plus opérationnel par rapport à la gestion de l'accessibilité numérique. Et puis, bien entendu, lorsque Anaïs et Félix seront là, eux interviendront sur un outil qu'ils ont développé, donc un outil de sensibilisation à l'accessibilité numérique. Donc, avant de démarrer les talks, je vais passer la parole à Nicolas, donc notre hôte, pour qu'il nous fasse une petite présentation de FrontGuys. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être là. Ça va être très très rapide. Alors, vous voyez, il n'y a pas de sonorisation, petite précision dans la salle. C'est pour le replay, en fait, qu'on enregistre les voix pour avoir un replay bien entendable par tout le monde. Très rapidement, donc nous, on est FrontGuys. On est un cabinet de conseil expert dans le design et le développement front, c'est notre ADN. Et donc, on traite tous les sujets stratégiques du design, du dev front et du design system et forcément de l'accessibilité dans nos produits, représenté par Hamza, que vous allez voir, qui intervient aujourd'hui, qui est notre référent accessibilité. Et donc, voilà, je fais juste très rapide. On est très heureux de vous recevoir pour ce meet-up et merci beaucoup d'être si nombreux. Je crois que c'est la première fois qu'on doit sortir les chaises de la cuisine pour accueillir tout le monde. Donc, merci. Je vais demander à tous les orateurs de bien parler fort et n'hésitez pas, si au fond vous entendez pas bien, à lever la main pour que voilà, ça soit vraiment bien audible par tout le monde. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je laisse la main au premier intervenant. Une petite précision. Merci. Juste une petite précision. Est-ce qu'il y a des personnes, parce que je vais faire quelques photos, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient ne pas figurer sur une éventuelle photo? D'accord. C'était déjà le cas la dernière fois, je crois. C'est noté. Merci. Bien Zuber, à toi. Bonjour à tous. Alors, apparemment, vous êtes nombreux. La salle est remplie, c'est ça? Ouf. C'est pas encore le Stade de France, mais on y est presque. Donc, je vous ai posé une question. Est-ce que vous écoutez des podcasts? Oui, tout le temps. Oui. Tout le temps. Et qui aimerait en faire? Avez-vous des envies de réaliser vos podcasts ou simplement vous préférez juste les écouter? Il y a des gens à convaincre. D'accord, je vois ça. C'est par ici. Ok. Alors, avant tout, qui je suis? Donc, la première slide, au moment où il y a écrit le titre, faire un podcast accessible. Je me présente. Je m'appelle Zuber. Et je suis né avec un rêve de faire du cinéma. Malvoyant, j'ai grandi à côté des studios de cinéma et pendant 20 ans, j'ai fait du cinéma. J'ai réalisé des films, des courts-métrages, des documentaires. Mais j'étais aussi malvoyant. Malheureusement, depuis maintenant 7 ans, ma vue s'est dégradée et malheureusement, je suis passé de la canne blanche et donc j'ai quitté la caméra pour aller vers le micro. Et donc en gardant tout cet aspect de création, de savoir raconter une histoire, du matériel. Les premières difficultés que j'ai rencontrées, c'est que le matériel n'était pas accessible. Et petit à petit, le matériel est devenu accessible. Alors je ne vous ai pas ramené un enregistreur pour vous montrer, mais certains appareils permettent de créer, d'enregistrer facilement, aisément. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que je suppose que vous connaissez un petit peu l'accessibilité. Vous savez peut-être sans doute que les personnes déficientes visuelles utilisent un lecteur d'écran et donc certains appareils possèdent cela. Et donc, on est là pour parler un petit peu comment faire un podcast accessible. Donc, peux-tu passer
slide numéro 2, s'il te plaît. Yes. Ah, c'est comme ça, d'accord. Ah oui, elle est là, ok. Non, parce que l'écran est trop grand pour moi. J'ai pas cet espace chez moi. Donc, vous constatez que pour créer un podcast, il faut d'abord réfléchir sur l'idée. Ensuite, il faut commencer à l'écrire. Puis, on part sur le tournage. Puis le tournage, montage et diffusion. J'ai omis de vous dire la partie matérielle, parce que le matériel est très très important. Alors, il faut savoir que le texte, je l'ai appris par cœur. Donc je ne vois pas ce qu'il y a écrit. Donc si des fois il y a un mot qui saute, n'hésitez pas. Mais j'ai essayé de vous faire un truc propre et écrit. Pareil, s'il y a des fautes d'orthographe, je compte sur vous. J'ai tout fait pour éviter. Peux-tu aller sur la slide 2 qui s'appelle normalement idée et planification? C'est bien ça? Ok. L'idée. Alors faire un podcast, c'est avant tout de quoi on va parler. Il y a des idées partout. On peut prendre n'importe quelle idée. Je sais pas, depuis 2 jours, je pensais à vous parler d'une chaise, de faire un podcast sur une chaise. Et donc on prend une chaise, et cette chaise, vous êtes d'accord qu'elle a énormément de choses à raconter, énormément de choses à nous expliquer. On peut interviewer plusieurs personnes qui vont nous parler de cette chaise. Et on va ensuite comprendre quels sont les différents matériaux de cette chaise. Donc, vous voyez, le podcast offre cette totale liberté d'aborder tous les sujets qu'on veut. Pour ceux qui écoutent des podcasts, je pense que vous êtes tombé sur des catégories, on va dire, étranges, lunaires, voire même intimes. Et c'est ça la liberté du podcast, c'est qu'on peut aller sur toutes les thématiques. Peux-tu lancer la slide numéro 2 qui s'appelle écriture? Et là, c'est l'écriture. Alors là, depuis le début, vous vous dites peut-être l'accessibilité, ça arrive quand? Pourquoi il n'en a pas parlé? L'accessibilité, dans toutes les étapes du podcast, arrive étape par étape. C'est un peu saupoudré. Alors, dans l'écriture, il faut que votre auditeur comprenne clairement votre sujet. Il faut éviter les mots complexes. Il faut avoir un langage clair. Et vous allez comprendre que le langage clair fait partie de l'accessibilité. Il faut se dire que si vous faites un podcast et vous montrez un objet, pour une grande partie de la population, ça passe. Mais pour une partie déficiente visuelle, ça ne marche pas. Donc il faut savoir le décrire, l'expliquer, tout en restant en langage clair. Le podcast, ça paraît complexe pour certains, simple pour d'autres, mais l'écriture, elle est indispensable pour pouvoir vous aider à structurer vos idées et surtout clarifier pour votre spectateur. Et là, normalement, je crois que j'ai raté, je crois que c'était dans la slide d'avant où je vous parlais des formats. Vous êtes dans celle-là. Voilà. Et comment je fais? Donc, les formats, la cible, donc quand vous allez choisir votre sujet, forcément, à qui on parle. On reprend notre exemple de chaise. La chaise, je pense que ça concerne tout le monde. On est tous assis sur une chaise ce soir, à la maison, au bureau, et on n'a jamais la même chaise. Elle peut être confortable, elle peut être dure, elle peut être sur 4 pattes, 4 pieds
ou 3 pieds, voire même des chaises à 2 pieds. Voire aucun, parce que ça peut être un pouf. Et donc, en sachant ça, c'est qu'on a une pluralité de sujets, mais un podcast, si vous avez écouté des podcasts, il y a différents types de podcasts. Alors je les ai catégorisés sur 3 types. Les interviews, une simple interview entre 2 invités ou plusieurs invités. Le solo, c'est un peu ce que je suis en train de faire là, devant vous. Pouvoir parler d'un sujet sans être interrompu par une tierce personne, pour pouvoir exposer, exprimer. Et le documentaire. Le documentaire, c'est un peu un mélange de tout. C'est-à-dire qu'on aura des interviews avec des moments solo, avec une problématique et un sujet et une réponse que le spectateur va pouvoir comprendre tout au long du podcast. Peux-tu passer à la slide matériel? Alors tout à l'heure j'ai oublié de vous dire le matériel. Le matériel est très très important. Pourquoi? Parce que l'accessibilité du podcast va se faire sur les étapes d'après. Donc on a déjà vu l'écriture, mais l'étape d'après, c'est avec le matériel. Si vous n'avez pas un très bon micro, malheureusement, on ne va pas bien vous entendre. Et si on ne vous entend pas, les sous-titres, qui sont, je crois, en bas, ne marcheront pas très bien. Alors, c'est vrai qu'en général, les sous-titres sont pas géniaux, mais ça permet de simplifier une grosse partie du travail. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez la différence entre sous-titres et transcription? Oui, les sous-titres c'est en temps réel, alors que la transcription c'est le texte de façon complètement asynchrone. On est tous d'accord là-dessus? Merci. Je me permettais de la poser, on ne sait jamais. Peut-être qu'il faut reprendre un peu les basiques. Merci pour cette définition. Donc le matériel. Qui se dit que le matériel est coûteux et cher pour faire un podcast? Qui se pose ces questions? Ceux qui veulent créer. Est-ce que vous vous dites que ça coûte cher le podcast? C'est quoi cher? D'accord, oui, c'est vrai que c'est relatif. Alors le podcast, ça varie, mais vous pouvez démarrer à réaliser votre podcast pour une centaine d'euros. Tout simplement. Vous pouvez acheter ces petits micros-là et vous pouvez ensuite travailler sur des logiciels de montage. On est dans la partie matérielle, donc on parle un peu de micros et de logiciels. Donc les logiciels de montage, il faut utiliser des logiciels de montage qui vous permettent de traiter le son de manière séparée, pour être libre et pour être créatif, pour ensuite avoir la possibilité d'intégrer les sous-titres, comme vous voyez là. Et comme le podcast devient aussi vidéo, avoir des sous-titres permet aussi une meilleure accessibilité. Parce que les transcriptions, vous le mettez sur la description de votre podcast, mais pour une personne qui veut lire les sous-titres en temps réel, il y a certaines applis qui vous le proposent. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Ça y est. Si je ne me trompe pas, c'est la slide tournage. Et montage. Est-ce que ça fait peur certains? Honnêtement. Est-ce qu'il y en a qui ont peur du montage? J'ai pas entendu. Moins que l'enregistrement. À moins que l'enregistrement. C'est pourquoi c'est un problème de voix? Oui. Moins que l'écriture? On en discute après. L'écriture n'est pas très complexe. Mais
Vous êtes tous dans le code? Vous travaillez tous dans le développement web ou dans le design? Pas forcément. Bah, je vous répondrai que c'est la même chose que faire du design ou de faire du code. Le montage, c'est simplement déplacer des blocs les uns à côté des autres. Et l'enregistrement, c'est savoir juste parler et savoir prendre le temps d'aller chercher l'information qu'on veut. On ne va pas sur un enregistrement si on ne sait pas ce qu'on cherche. On ne va pas faire l'interview de quelqu'un si on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc on va avoir les éléments qui sont déjà pré-mâchés et on a juste à les déplacer comme un Lego. Vous allez monter votre structure comme sur un Lego et chaque brique est un élément. Vous allez juste, l'étape d'après, qui est le montage, vous allez juste peut-être vous arracher les cheveux, c'est pour les sous-titrages. Mais comme le travail est déjà fait, si votre podcast dure 1 heure, comptez 1 heure pour les sous-titrages. Si votre podcast dure un quart d'heure, comptez juste un quart d'heure. Si moi j'y arrive, je pense que vous pouvez le faire. On est d'accord ou pas? Oui, alors, je vous parle de podcast, mais juste vous tapez mon nom sur YouTube et sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes, vous écoutez mes podcasts. Hein. Voilà, je ne vous parle pas de podcast si je n'en ai pas fait. J'en fais plein et voilà. Ah, on arrive vers la fin. Alors, si vous avez des questions sur cette étape-là, non. Est-ce que les peurs sont passées ou pas? Dis-moi. Ah, avec un lecteur d'écran. Voilà. Juste, excusez-moi, si vous avez des questions, je dois vous amener le micro pour que pardon. le son soit justement transmis. Excuse-moi. Alors, moi, ça ne me dérange pas. Oui, bonsoir. J'ai une question pour vous. Comment tu vérifies les sous-titres par quel moyen? Alors, je vérifie les sous-titres déjà avec un lecteur d'écran qui va me lire les sous-titres avec mon logiciel de montage. Je vérifie les sous-titres aussi sur YouTube en mettant la vidéo en cachet et je pourrais les vérifier aussi sur YouTube. Et la troisième méthode, c'est que je peux exporter avec mon logiciel de montage la transcription avec le timecode. Le timecode, c'est le marquage temporel de la transcription liée à l'image. Donc je peux vérifier. Donc j'ai 3 moyens de vérifier. Et pour les fautes d'orthographe, est-ce que tu utilises des logiciels spécifiques? L'IA, malheureusement. Après, non. Je le droit des fautes d'orthographe. Mais depuis l'arrivée de ChatGPT, ça s'est amélioré, j'en fais moins. J'adore l'IA. Ça me sauve la vie. Après, j'ai mon lecteur d'écran. Comme ceux qui savent ce que c'est, il prononce, mais pas forcément bien. Donc, des fois, tu sais pas si c'était « et » ou « et ». Donc, voilà. Je fais un peu attention plus au correcteur de ce qu'on a sur les différentes extensions ou ce qu'on a sur Word. D'autres questions? Des questions. Au niveau des logiciels de montage, est-ce qu'il y en a qui sont suffisamment accessibles, faciles d'utilisation, ou est-ce qu'il y en a qu'il faut carrément Alors, il y en a deux. éviter? Il y en a deux. Il y a 2 logiciels de montage. Il y en a Final Cut sur Apple, malheureusement. Donc ceux qui ont Windows, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait le montage vidéo et audio. Et la solution sur Windows, c'est Audition. Oh, pardon, Audacity. Pardon.
qui est en open source, mais qui ne permet pas toute la latitude. Après, pour vous, si vous êtes voyant, il faut vraiment partir sur des logiciels pro pour pouvoir avoir cette qualité de bien intégrer les sous-titres et de bien travailler votre podcast. Votre podcast, même s'il n'y a pas de vidéo, c'est comme de la vidéo. Vous voyez, ça a l'air un peu bête ce que je dis, mais ça, faut le réfléchir comme de la vidéo, comme un projet vidéo. Et il faut le concevoir, il faut utiliser du matériel adéquat. Moi, On peut passer à... j'ai une petite question supplémentaire. Oui. Justement, les logiciels dont tu parles sont accessibles pour les non-voyants et malvoyants? Oui. Oui. Final Cut, tout le pack ce qu'il y a sur Apple, Final Cut, Motion, Compressor, sont accessibles avec le lecteur d'écran VoiceOver. Et Audition est le seul qui est sur Windows qui est accessible avec les lecteurs d'écran. Ensuite, tout ce qui est Adobe, ça commence. C'est difficile, mais ça commence. Je peux continuer? Oui. Ah, ok. Slide suivante, c'est la distribution et la diffusion, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Le sujet le plus complexe. Excuse-moi, je pensais que c'était... On va prendre un peu de temps. Est-ce qu'on a du temps ou j'ai dépassé le temps? Je pensais que c'était la fin. Ah, tu pensais que c'était la fin? Oui, parce que tu avais répondu aux questions, c'est pour ça. Ah, pardon. Non, si je voulais dynamiser... Excuse-moi. Non, mais c'est... Il me reste- Vas-y. il me reste- ah, ok. La distribution et la diffusion. Donc, ce qu'on entend par là, c'est diffuser son podcast sur les plateformes pour que le podcast soit écouté par tout le monde. Alors, si on se met à parler d'accessibilité à ce niveau-là, il faut que ces plateformes respectent ces critères. C'est-à-dire qu'ils puissent diffuser les sous-titres et la transcription. Aujourd'hui, petit à petit, ça se développe. Mais le problème que moi je rencontre, c'est que ces plateformes ne sont pas accessibles pour les créateurs, pour pouvoir diffuser son podcast. J'en ai trouvé pour l'instant que 2 qui étaient accessibles. J'ai un doute sur le 3e, mais je ne l'ai pas encore... je l'ai benchmarké il y a quelques années, mais depuis je ne l'ai pas refait. Et donc, moi, les podcasts que je préconise, c'est Apple Podcast et Spotify. Alors, si vous avez autour de vous des personnes déficientes visuelles qui veulent faire un podcast, bah, vous pouvez les envoyer là-dessus. C'est une valeur sûre, ça marche. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi, choisissez vos plateformes de podcast, celle sur laquelle vous allez diffuser, mais aussi celle sur laquelle vous allez écouter. J'ai terminé. Si vous avez des questions. Alors, une seule question. Alors, si c'était la seule question, c'est OK, mais vraiment personne? Bah, n'hésitez pas, on a le temps et... Bonsoir, merci. Bonsoir. Entre le podcast et le reportage audio, est-ce que tu penses que le reportage audio, c'est accessible? Bah, c'est la même chose. Ben, il y a des techniques, ça demande plus de techniques pour maîtriser les questions. Ça, c'est dans l'écriture. Ah, Donc, d'accord. parce que si on peut revenir sur la slide numéro 3 qui était l'idée, si je ne me trompe pas, la 3 ou la 4, je vous ai parlé des formats. Et dans les formats, tu as le solo, c'est ce que je suis en train de faire, en train de parler tout seul face à mon micro, et le documentaire. Le documentaire, reportage, c'est de traiter un sujet. Donc savoir poser les bonnes questions,
à notre interlocuteur, savoir construire le sujet. On part sur un reportage parce qu'on a une problématique. Par exemple, on va prendre le reportage, on va faire un reportage sur les chaises scandinaves. Donc on va aller en Scandinavie pour aller interviewer des fabricants de chaises. Oui, on va travailler les questions parce que ce qui nous intéresse, c'est récupérer telle et telle information. D'accord. Quand je vous disais que sur la partie montage, enregistrement et montage, cherchez vraiment ce que vous avez besoin, c'est vous allez vraiment poser les bonnes questions pour récupérer vraiment l'essentiel. Sinon, vous allez vous retrouver avec des heures et des heures d'enregistrement pour juste 1 minute. Voilà. Et le montage, tu as jamais eu de blocage au niveau du montage? Des logiciels comme Reaper, tu as essayé ou... J'ai essayé Reaper, j'ai essayé tous les logiciels. Après, moi, je viens de la vidéo, donc... Oui, tu as un bagage de découpage dans la tête. On a une notion qui est très importante en vidéo. Le plus important, c'est le dialogue, c'est l'audio, c'est le discours. Le plus important, c'est le message que je veux faire passer, ce que j'enregistre, mon sujet. Donc on reprend le reportage sur les chaises en Scandinavie. Ce qui est important, c'est la chaise en Scandinavie. Tout le reste, c'est du superflu, c'est de l'habillage. Tant que j'ai mon audio qui est monté, tout ce que je peux rajouter, les bruits, le vent, les petits effets, c'est de l'esthétisme. C'est de l'esthétique. D'accord. Voilà. D'autres questions? On dit toujours une dernière. Non, vraiment une dernière. Hein. C'est juste que Hamza attend. Et... Bon, désolé. C'est quoi ton podcast préféré? Les miens. Ouais. Merci à tous. Bon, merci beaucoup. On va laisser la parole à Hamza qui n'aura pas la tâche facile parce qu'il a dû accueillir les pizzas tout à l'heure. Et maintenant, c'est bon, plus personne ne réussira à être concentré. Pardon. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Ça va? Ok. Déjà, merci d'être là pour ce meet-up. Là, on va passer à la deuxième présentation qui concerne le contrôle de l'accessibilité au quotidien. Est-ce qu'il y a des gens ici qui font déjà soit des audits, soit du contrôle à leur niveau de l'accessibilité? Ça va, bon, vous n'allez pas apprendre grand-chose alors. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Hamza. Je travaille dans le web depuis 18 ans maintenant. J'ai commencé en tant qu'intégrateur HTML, CSS. J'ai évolué petit à petit vers le développeur front-end. Je suis passionné par la conception centrée utilisateur, donc c'est pour ça que j'ai rejoint notamment Front Guys il y a un peu plus de 3 ans. Et je suis team leader d'une équipe de 3 développeuses très talentueuses. Et concernant l'accessibilité numérique, j'ai eu la chance d'être certifié assez tôt dans ma carrière, en 2008. Donc j'ai été certifié sur AccessiWeb à l'époque, qui n'existe plus maintenant. Et je fais des audits, je fais de la formation, je fais du conseil stratégique et je fais de l'accompagnement opérationnel auprès de profils comme les designers, dev, PO, QA et toutes les personnes qui peuvent contribuer à un site web. Donc oui, j'anticipe, vous aurez bien accès au support de présentation, il y aura bien un replay à la fin sur la chaîne YouTube. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà la démarche autour de ces tests d'accessibilité, l'état d'esprit qu'il faut avoir en fait. Je vais parler d'outils d'évaluation et enfin on va attaquer le vif du sujet sur les points de contrôle. Donc la démarche, c'est vos décisions, vos contrôles. Vous avez un impact à chaque fois que vous décidez de mettre quelque chose sur un site web. Vous avez aussi la charge des contrôles qui sont impliqués derrière. Pour moi, l'accessibilité, ce n'est pas un sujet exclusivement réservé aux personnes qui sont expertes dans le domaine. Ça appartient à tout le monde
Et c'est une démarche collective, structurée, pluridisciplinaire et vivante, parce que c'est comme l'expérience utilisateur, tant que le site vit, il y a de l'accessibilité ou de l'inaccessibilité. Donc certes, il y a des experts qui sont là pour vous former, pour auditer, pour conseiller, accompagner, mais c'est à vous au quotidien d'intégrer ces compétences-là et notamment de contrôler au quotidien l'accessibilité. L'exemple que je prends souvent, c'est que votre site ou votre application, c'est comme votre voiture ou votre maison. Vous l'utilisez tous les jours, vous devez l'entretenir. Vous savez changer une roue, vous savez changer une ampoule, vous savez monter un meuble. L'accessibilité de votre site, c'est pareil. Vous devez entretenir votre site, vous devez le tester en permanence et vous devez corriger les problèmes quand il y en a. Donc, on fait appel à l'expert finalement pour les sujets d'expertise, notamment quand vous voulez passer le contrôle technique de votre voiture. Mais avant ça, vous devez vous assurer que votre voiture roule correctement. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui attendent l'audit d'accessibilité avant de faire quelque chose. On va attendre l'audit, on va attendre les résultats et ensuite on va corriger. L'audit d'accessibilité, ce n'est pas la finalité. Certes, c'est obligatoire, la déclaration d'accessibilité est obligatoire au sens légal, mais ce n'est pas ça qui fait l'accessibilité d'un site. C'est une photographie à un instant T. Donc il y a beaucoup d'équipes qui attendent pour agir, qui attendent l'audit, et du coup qui vivent l'audit comme une sanction, parce qu'elles n'ont rien préparé en amont, et du coup qui se retrouvent avec une montagne de choses à faire. Donc le message derrière, c'est de ne pas cumuler de la dette d'accessibilité. Je vais passer aux outils d'évaluation. Donc la pertinence avant tout. Je vais vous présenter des outils, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui existent sur le marché, beaucoup d'outils même gratuits, beaucoup de plugins et peut-être beaucoup trop. Et du coup, on est un peu noyé dans la masse et on ne sait pas trop ce qu'il faut utiliser pour tester quelles règles. Il y a des outils vraiment pertinents qu'on utilise au quotidien quand on fait des audits. Et il y en a d'autres qui sont un peu futiles, qui sont un peu en doublon, soit c'est des gadgets, etc. Et il y en a pas mal qui sont assez rebutants parce qu'ils ne sont pas très jolis, pas très user-friendly à utiliser. Donc on va faire ça. Mais l'important, ce n'est pas l'outil, en fait. C'est vraiment la règle qu'on souhaite contrôler et valider. Et on peut faire les mêmes tests avec des outils différents ou pas d'outils du tout. Il y a des auditeurs qui utilisent uniquement l'inspecteur de code du navigateur pour faire leurs audits et ça se passe bien. Donc c'est finalement qu'une histoire de préférence. Je vais vous en présenter certains. Je vais commencer par Arc Toolkit qui permet de faire de la vérification multithématique. Il y a une extension Chrome et Firefox à chaque fois. Heading Maps pour vérifier la structure de la page et les titres. Weka Contrast Checker pour vérifier les contrastes de couleurs. Et ensuite, il y en a des optionnels. Il y a la Web Developer Toolbar qui est, comme son nom l'indique, c'est une boîte à outils pour contrôler certaines portions de la page, certains éléments, pour révéler certaines choses. Celui-là, il n'est pas très connu. Aria DevTools, il est disponible que sur Chrome, mais c'est pour faire des tests liés au lecteur d'écran sans forcément lancer un lecteur d'écran. Ça permet de révéler des choses assez intéressantes. Et enfin, totalement optionnel, mais qui est assez... à chaque fois que je l'ai présenté, il a été assez vite adopté. Siltide Accessibility Checker, qui permet aussi de faire de la vérification multithématique et qui intègre également certains, entre guillemets, simulateurs de handicap, type daltonisme, dyslexie, etc. Et il a un lecteur d'écran intégré très, très rudimentaire. Donc, pour faire quelques tests de surface, ça peut être intéressant aussi. Mais il est disponible que sur Chrome. Et évidemment, il y a l'inspecteur de code qui est déjà intégré dans votre navigateur. Aujourd'hui, je ne présente pas d'outils d'audit automatisé parce que déjà, pas trop le temps. Mais surtout, ça nécessite une connaissance un peu avancée des règles et des subtilités. Ça peut remonter des faux positifs, etc. Donc je fais exprès de ne pas présenter ça aujourd'hui. On va passer au cœur du sujet. Donc, on va évaluer des règles, mais derrière ces règles, il y a des impacts utilisateurs. Chaque règle est associée à des besoins spécifiques. Donc, c'est surtout ça qu'on va essayer de mettre en avant. Évidemment, tout ce que je présente, tous les points de contrôle, ça reste... c'est pas exhaustif, ça ne remplace pas un audit, évidemment, mais ça permet de corriger, de révéler une bonne partie des problèmes. Et de savoir où est-ce qu'il faut taper.
Très simple, certainement le plus simple, la langue principale de contenu. Donc, en gros, vous êtes sur un site en français, vous êtes sur un site en anglais. Il faut indiquer cette information quelque part, donc le code langue, pour que les lecteurs d'écran prononcent correctement le contenu du site et que le navigateur puisse prendre la main puisse vous proposer une traduction automatique par le navigateur. Donc, tout simplement, vous allez avoir un code langue qui va se trouver sur la balise HTML. Donc là, j'en profite pour vous présenter notre nouveau site accessibilité. Alors, vous avez deux options, très simples. Si vous n'êtes pas allergique au code, vous allez ouvrir l'inspecteur de code et vous vérifiez qu'il y a bien... Hop là, je vais zoomer un petit peu. Il y a bien le petit langue égale FR. Et si vraiment vous n'aimez pas voir du code, vous lancez Arc Toolkit. Vous allez dans Highlight, Languages, et vous obtenez le code langue qui est là. Bon, en vrai, c'est certainement la vérification la plus simple à faire. Deuxième vérification, le titre de la page. Donc on va essayer de donner du contexte et de l'information sur le contenu de la page. Donc c'est le titre qui s'affiche dans l'onglet de votre navigateur. On va tester plusieurs choses. On va tester déjà l'unicité de ce titre sur l'ensemble du site. On va tester la pertinence de ce titre par rapport au contenu de la page. Et on va donner du contexte. Donc généralement, on donne le nom du site. Et si possible, on va donner l'état dans lequel se trouve la page. Et en termes d'impact utilisateur, l'utilisateur, quand il arrive sur le site, c'est la première information qu'il va lire, l'onglet de sa page. Il va savoir le contenu qui est traité, il va pouvoir identifier le site et il va pouvoir se repérer rapidement dans l'arborescence. Là aussi, très, très, très simple. Vous vérifiez que vous avez bien un titre unique. Alors, si vous voulez lancer un outil, vous pouvez utiliser Heading Maps. Vous avez le titre du site qui s'affiche là. Ce que vous devez vérifier, c'est qu'il est pertinent et unique sur les différentes pages. Par exemple, si je vais sur la page Contactez-nous, j'ai bien le titre qui change. Je ne sais pas si c'est assez lisible. Et ce qui peut être également intéressant, c'est que quand vous provoquez une erreur, par exemple, je vais provoquer une erreur sur le formulaire. Hop là. Je relance mon Heading Maps. Hop là. Là, j'ai le titre de la page qui a changé. Le formulaire contient des erreurs de saisie. Contactez-nous. Donc, si vous arrivez à mettre ça à jour, c'est encore mieux. Comme ça, quand la personne revient sur la page, elle saura dans quelle page elle est, sur quel site elle est, mais dans quel état elle l'a laissé. Donc, si vous avez des push notifications, etc., ça peut être également intéressant de les signaler au niveau du titre de la page. Donc, voilà quelques exemples. Troisième point de contrôle, les régions de la page. Donc, l'idée, c'est de fournir une cartographie de la page. Quand vous faites un macro zoning de votre site, vous avez le header, vous avez la navigation principale, vous avez le contenu, navigation secondaire, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les landmarks, donc les régions de la page. Et il va falloir les retrouver quelque part sémantiquement sur le site. Donc, on va aller chercher ces fameuses régions. Donc, le header via la balise header, la navigation principale via la balise nav, etc. Et ça va permettre aux personnes, notamment aux personnes qui naviguent avec un lecteur d'écran, d'accéder rapidement aux différentes portions de la page, aux différentes régions de la page, et surtout d'être notifié d'un changement de région. Quand on quitte un header, le lecteur d'écran va annoncer qu'on quitte le header et qu'on atterrit après sur la section d'après. Donc là, assez simple également pour vérifier. On peut aller sur une autre page, par exemple la page des formations. Et on va utiliser également Heading Maps. On va aller par contre sur Landmarks et on va, je vais rezoomer, on va voir finalement les différentes régions. Donc on a l'en-tête de la page, on a le menu principal, on a le contenu principal et ensuite on a différentes sections de la page. Hop là. Voilà. Vous avez l'en-tête, le menu principal, etc. Donc ces choses-là doivent être révélées, enfin doivent exister sémantiquement. Ce n'est pas que visuellement. Elles doivent exister via le code.
Ça va jusque-là? Oui, et également, donc là, j'ai utilisé via Heading Maps, mais via par exemple Arc Toolkit, où vous pouvez également utiliser la même fonction qui s'appelle Landmarks et qui va vous révéler les mêmes choses avec les différentes régions, et vous avez également le code associé. Voilà. On va maintenant on a parlé du titre de la page, maintenant on va parler des titres dans le contenu, donc la hiérarchisation du contenu. Donc ce qu'on va vérifier, c'est qu'il y a bien des titres qui sont utilisés sémantiquement, qu'il y a une hiérarchie logique et que les titres, le contenu des titres est pertinent. Et ce qu'on va aimer retrouver, il y a beaucoup de retours utilisateurs qui nous disent que la présence d'un titre de niveau 1 est importante. Alors si on est dans le cadre d'un audit RGA, le RGA ne nous demande pas forcément d'avoir un titre de niveau 1 obligatoire, mais c'est très apprécié. Et surtout, on va aimer qu'il n'y ait pas de saut de niveau, donc qu'on ne passe pas d'un titre de niveau 3 à un titre de niveau 6 dans notre contenu. Donc par exemple, si je reprends notre site, vous allez pouvoir utiliser Headings, par exemple, qui va vous afficher, voilà, nous, notre titre de niveau 1, on a choisi que c'est ça, on a un titre de niveau 2, on a des titres de niveau 3. Donc là, je l'ai lancé via Arc Toolkit, et vous avez également la possibilité de le faire via Heading Maps. Voilà, ça vous donne un plan du site. Alors là on est dans un cas où voilà, il n'y a pas trop d'incohérence, j'espère. Je vais vous montrer un cas un peu plus... J'ai demandé l'autorisation, c'est un site sur lequel j'ai fait mon audit. Non, c'est pas celui-là, c'est ici. Donc c'est une boutique que j'ai auditée récemment, le client pour lequel je travaille. Et ils avaient pas mal de problèmes sur les titres. J'ai demandé leur autorisation avant de montrer. Et du coup, je vais zoomer un petit peu. Voilà, ils ont pas mal de problèmes. Ils commencent par un titre de niveau 2. Ils ont leur titre de niveau 1 qui est tout en bas de la page. Donc ça, c'est leur titre de niveau 1 qui se trouve tout en bas de la page. Ils ont pas mal de problèmes de cohérence. Donc ici, ils ont un titre de niveau 3 avec du niveau 6 ici. Et surtout, ce qui est vraiment problématique, c'est... hop là, où est-ce que je suis? Voilà, par exemple, ce genre de choses où là, il y a un titre de niveau 3, donc découvrez nos marques, et en titre d'encart, on s'attend à un titre de niveau 4, ou voilà. Et le problème, c'est que on a également des titres de niveau 3 pour les encarts. Du coup, ça met tous les titres de cette section au même niveau d'information. Et avec un lecteur d'écran, c'est compliqué de se faire une idée de la hiérarchie de l'information. Donc c'est pour ça que l'ordre logique d'imbrication des titres est important, et un outil comme Heading Maps permet de révéler ça assez vite et assez facilement. Ça va pour l'instant ? Oui, et également, je me montre rapidement, mais alors, Siltide permet de faire à peu près les mêmes vérifications. C'est juste qu'il y a plein de gens qui le trouvent un peu plus facile, un peu plus abordable. Il vous met également les différents niveaux de titres. Donc là, c'est ce que je disais, titre de niveau 3 partout, alors qu'on aurait pu avoir un titre de niveau 4 ici. Les images, grosse thématique de l'accessibilité, la restitution de l'information visuelle. Donc, je vais être très synthétique, je sais que c'est plus complexe que ça, mais globalement, on va trouver deux types d'images. Il y en a d'autres, mais là, je parle que de deux types d'images, deux types d'usages, pardon. Il y a les images porteuses de sens, donc celles qui vont véhiculer une information importante et pour lesquelles la présence de l'image sera obligatoire pour comprendre un contexte. Donc on va vérifier si derrière cette image, il y a bien une alternative
textuelle et si qu'elle soit présente et pertinente. Et dans le cas d'images complexes comme des schémas, des infographies, etc., on va essayer de vérifier s'il y a une description détaillée qui est associée. Et ensuite, on aura les images décoratives pour lesquelles on va avoir une alternative textuelle présente, mais vide, ou un autre mécanisme pour masquer l'image aux technologies d'assistance. Donc là, ce qu'on peut utiliser, par exemple, je vais aller sur cette page-là, qui est également un site du groupe. Donc là, vous voyez, il y a une image qui porte pas vraiment, enfin qui est complètement décorative, qui ne doit pas avoir d'alternative textuelle. On a une image qui semble être informative parce qu'elle contient du texte, mais en vrai, quand vous lisez le texte sur la gauche, vous retrouvez exactement les mêmes informations, donc finalement, elle pourrait être considérée comme décorative. Et ensuite, on a une image assez complexe avec beaucoup d'informations dedans, et on va voir du coup ce qu'elle nous révèle. Alors la première chose que je vous conseille de faire, donc je vais utiliser la Web Developer Toolbar, section images. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais cacher les images. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que si l'image nous manque, est-ce qu'on perd une information? Donc visiblement pour les 2 premières images qui étaient là, il ne nous manque pas grand-chose. Comme je vous disais, pour la deuxième image, on a du texte ici, mais il est bien repris à côté, donc il ne nous manque rien. Par contre, pour la dernière, il nous manque pas mal d'informations. Et également pour les autres pages, alors là, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais voilà, il nous manque rien, ça reste décoratif. Et par contre, les réseaux sociaux, ouais, et pour les icônes des réseaux sociaux, il nous manque une information. Donc ça, c'est la première vérification. On a vérifié si une image est informative ou décorative. Et ce qu'on peut faire, c'est remplacer les images avec leurs attributs alt. Et on va aller voir finalement ce qui est utilisé. Donc pour la première, il n'y a aucun attribut alt qui avait été utilisé. Pour celle-là, ils ont mis un attribut alt qui reprend finalement ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait ici. Je ne vais pas le considérer en non-conformité. C'est OK, ils ont véhiculé l'information qui était portée par l'image, même si elle est redondante avec ce qu'il y a à côté, mais OK. Et ici, on se retrouve dans le cas d'une image complexe. Donc je mets l'attribut alt qu'il y a derrière, et il y a écrit timeline showing machin. Donc bref, une description très courte de ce que ça contient. Ce qui est vrai, c'est que c'est une timeline qui montre l'évolution du groupe. Par contre, il y a beaucoup d'informations qui a été zappée. Donc la solution qu'on a proposée, c'est OK, vous ne pouvez pas mettre autant d'informations dans un alt, dans une alternative d'image, allez créer une page à côté où vous reprenez toutes les informations. Donc c'est la solution de contournement qu'on a trouvée. Donc là, c'est un lien vers une page article toute simple où ils reprennent toutes les informations qui étaient dans la frise chronologique. Ça reste un moyen détourné de conserver l'information qui était portée par l'image, donc d'avoir une description détaillée. Oui. 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 C'était notre première reco. Et ils ont dit non, moche, machin, tout ça. Et donc, ça s'est terminé en lien. Oui. Pardon. À la place de la page, pour le texte alternatif, pour le texte, est-ce que ça aurait été mieux d'avoir dans le contexte de l'image le texte dans un accordion dans un accordion Oui. C'est quel site que j'aime bien montrer? C'est le site. La RATP, non? Ouais, non, mais c'est Transilien, non? Ouais, Transilien. Les Jeux Olympiques ont fait ça sur. En fait, c'est un peu ce qu'ils ont fait sur le Transilien. Ils ont un plan très complexe où il faut détailler toutes les stations, toutes les lignes, tous les embranchements, tous les monuments également, toutes les correspondances. En alt, ils ont un alt assez simple, je crois. Je ne sais même pas si je n'arrive pas à le voir. Mais ils ont tout mis en accordéon, en fait. Toute la description.
Si, ça a été alors, l'activation de l'accordéon. Pas l'activation, la navigation. C'est naviguer là-dedans, c'est aussi la notion entre accessibilité et conformité, tu vois. Oui. Là, il n'y a qu'un accordéon à déplier. Il n'y a qu'un accordéon à déplier et après, il y a tout le texte dans un seul endroit. Il n'y a pas plusieurs niveaux dans plusieurs accordéons. En fait, c'est juste adjacent à l'image. C'est juste à côté de l'image. Je reprends. Et je vous ai mis, alors vous avez un lien pour l'ouvrir en plus grand, mais il y a un schéma décisionnel du comment choisir la bonne alternative textuelle pour tel ou tel contexte d'utilisation. Voilà, je vous montre également avec SilkTide, vous avez la possibilité d'afficher, où est-ce que c'est, les alt textes. Voilà. Si vous voulez une représentation un peu plus, je ne sais même pas comment le dire, mais voilà, il détermine en fonction du alt qu'est-ce que si c'est décoratif ou informatif, et si c'est informatif, quel texte il y a derrière. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a bien les alt qui correspondent au nom des réseaux sociaux. Numéro 6, les liens, énormes thématiques, très souvent que les gens remplissent mal. Donc on va vérifier les intitulés des liens, on va vérifier leur présence, leur pertinence et le contexte qui est porté par le lien. Alors dit comme ça a l'air tout bête, parce qu'un lien, c'est juste du texte, mais en fait non. Un lien déjà, ça peut être un lien interne, ça peut être une page ou une encre, ça peut être un lien externe qui ouvre une nouvelle fenêtre, ça peut être un lien vers un fichier, par exemple un PDF. Et ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être un lien texte, ça peut être un lien image, ça peut être un lien composite texte plus image. Donc on va avoir quelques vérifications supplémentaires à faire. Donc pour vérifier les liens, ce que je peux vous proposer, on va se mettre dans le footer du site. En fait, dans le footer, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des liens. Il y a un lien qui ouvre une nouvelle fenêtre et j'ai des liens images. Je vais lancer Arc Toolkit et je vais me mettre sur Links. Donc là, ça va me mettre en surbrillance tous les liens qui sont utilisés dans la page déjà. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a des liens. Et surtout dans la liste des liens, ça va me mettre tous les liens que j'ai, par exemple. Ici, ça c'est des liens texte. Je vais essayer de zoomer également ici. Hop là. J'ai des liens texte, donc je retrouve les intitulés des liens. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce lien qui ouvre en nouvelle fenêtre. Est-ce que l'indication en nouvelle fenêtre est indiquée quelque part? Donc c'est exactement ce que je vais aller chercher ici. Donc là, par exemple, j'ai découvert frontguys.fr, nouvelle fenêtre, alors que nouvelle fenêtre est indiquée par la flèche qui est utilisée. Et également sur les liens des réseaux sociaux, j'ai besoin de savoir si le lien ramène bien au réseau qu'il faut. Il y a bien le nom du réseau, mais surtout, c'est des liens également qui ouvrent en nouvelle fenêtre. Donc j'ai besoin des deux informations. Et c'est ce que je vais trouver ici, par exemple, suivez-nous sur LinkedIn, nouvelle fenêtre. Donc ça, c'est l'intitulé du lien qui est restitué derrière ce lien image. Et c'est important, en fait, souvent sur les liens images, où les intitulés sont complètement ignorés, on se retrouve avec des liens vides, et au lecteur d'écran, on entend juste lien, 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 ou bouton, bouton, bouton. Donc mettez des intitulés derrière vos liens. Autre chose qu'on va aller vérifier sur les liens, c'est les liens d'accès rapide. Alors je sais que dans le RGA, c'est dans une autre thématique, mais là, je le regroupe avec les liens. Alors, ça, c'est tout simple. Ce qu'on va vérifier, c'est... Je dézoome. C'est est-ce que tout en haut de notre site, on a bien des liens d'accès rapide qui nous permettent d'accéder
au contenu. Le contenu, c'est obligatoire. Et après, vous pourrez en avoir d'autres. Par exemple, aller au menu principal, qui me permet d'accéder au menu principal ici. Donc ça, soit vous allez le retrouver à la tabulation. Donc vous avez juste à faire Tab. Si vous voulez vraiment utiliser un outil, vous pouvez relancer les liens. Et dans les premiers liens que vous avez dans la liste, vous devez aller au contenu ou un truc en rapport avec l'accès au contenu principal. Et encore une fois, c'est assez appréciable d'avoir l'accès au menu principal ou aller à la recherche également. Ça peut être des raccourcis intéressants. Les couleurs, thématiques très problématiques souvent. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le calcul des ratios. De toute façon, ça, c'est assez facile à le retrouver. Ce qui va nous intéresser forcément, c'est d'avoir des contrastes suffisants entre les textes et les arrière-plans, et également des contrastes suffisants dans les composants que vous utilisez, donc par exemple les bordures des formulaires, les icônes porteuses d'informations, etc., dans le focus qu'on met par exemple quand je me déplace. Le contraste du focus est également important à vérifier. Pour la vérification des contrastes, je vais aller sur la boutique. Je vais recharger la page. Je vais lancer WCAG Contrast Checker qui va me vérifier toutes les utilisations de couleurs en fonction de leur arrière-plan. Donc, il y en a certains qui va me valider et il y en a d'autres qui va m'invalider. Donc, par exemple, celui-là, je crois, voilà. Il va me dire, ce texte-là n'est pas assez contrasté avec son fond. Ici, en bas, on va retrouver la matrice qui nous permet de savoir est-ce que ça passe en texte petit, est-ce que ça serait passé avec un texte un peu plus grand. Oui, ça serait passé avec un texte plus grand. Donc, soit vous avez le choix, soit vous agrandissez le texte. Parfois, vous ne pouvez pas. Dans ce cas-là, il faudrait revoir le ratio de contraste. Il faudrait renforcer, par exemple, cette couleur grise qui est utilisée. Et vous allez parfois tomber sur des cas un peu bizarres. Je vais me mettre sur la slide qui est... Là, on a du texte sur fond sombre et on peut se dire ça passe bien. Le ratio de contraste, il est OK. Mais du coup, l'outil nous remonte comme si c'était du blanc sur blanc. Là, je vois du blanc et sur du blanc aussi, alors que mon fond n'est pas blanc. Mais en fait, c'est parce que c'est une image de fond qui est utilisée et que cette image de fond n'a pas de couleur de repli. Donc, si je désactive les images de fond, je me retrouve avec du texte blanc sur blanc, juste parce qu'il n'y a pas de couleur de fond. Donc, quand vous avez des images de fond, mettez toujours une couleur de fond aussi avec, même si elle n'est pas affichée. Ça permet, pour les personnes qui n'affichent pas les images, d'avoir toujours une couleur solide derrière, une couleur de repli. Typographie. J'essaie d'aller un peu plus vite. Ce qu'on va aller vérifier, c'est la lisibilité et surtout l'adaptabilité des tailles de caractères, des espacements entre les lignes, l'interlettrage, l'interlignage, etc. Donc, pour faciliter la lecture et pour améliorer la personnalisation, il y a deux choses très simples à faire. Vous mettez sur n'importe quelle page et vous allez utiliser le zoom navigateur jusqu'à 200% et vous vérifiez si tout passe bien à 200%, s'il n'y a pas de chevauchement, s'il n'y a pas de barre de défilement, s'il n'y a pas de texte, des images qui passent au-dessus des textes, etc. Donc on va aller vérifier ça. Donc ça, c'est pour le zoom. Ouais. Alors dans le test RGA, il y a les deux qui sont possibles. Soit c'est le zoom graphique du navigateur, soit c'est le zoom texte. C'est mieux de vérifier les deux, c'est vrai. Et si vous voulez utiliser un outil pour les tests d'interlignage, d'interlettrage, etc., donc c'est des valeurs fixées par les recommandations d'accessibilité, vous allez sur Highlight et vous allez sur Check Text Spacing, et donc ça augmente l'interlignage, l'interlettrage, l'espacement entre les paragraphes, l'espacement entre les mots, et vous vérifiez si ça passe. Voilà, tout simplement, si ça ne casse pas la mise en page. Navigation clavier, énorme thématique, enfin pas de thématique, mais
point de complexité. On va aller vérifier plusieurs choses. Est-ce que le focus visuel est préservé? Est-ce que les éléments qu'on utilise sont bien focusables? Donc, est-ce qu'on utilise bien des liens, des boutons, des éléments de formulaire, etc. Est-ce qu'on a un ordre de tabulation logique? Et surtout, est-ce qu'on n'a pas de piège au clavier hors cas particulier? Par exemple, les modales, on peut se permettre d'avoir des pièges au clavier. Déjà, première vérification, est-ce qu'on a un focus clavier? Donc, a priori, oui, mais peut-être pas sur tous les sites. Donc là, par exemple, j'ai un focus clavier pour l'instant. Déjà, là, il est plus très visible. Il est là. Je le récupère. Il redisparaît. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'on va aller vérifier. Donc là, il est en train de se déplacer ici, là, sur les boutons en bas. Donc voilà, on va aller vérifier ce genre de choses. Sur la compatibilité au clavier, j'ai une fiche produit ici, je descends un petit peu, là j'ai les caractéristiques du produit, j'arrive à l'activer à la souris, mais au clavier c'est impossible. Je peux pas aller dessus au clavier en fait. Donc je peux pas aller dessus au clavier, je peux pas aller dessus, je peux pas aller l'activer avec un lecteur d'écran, etc. Donc ça, c'est la deuxième vérification à faire. Et sur l'ordre de tabulation, vous pouvez activer Tab Order, qui vous fait un schéma en fait sur l'ordre de tabulation. Comme ça, vous n'avez pas à naviguer vous-même. Ça vous montre exactement où est-ce que va aller le clavier, dans quel ordre, etc. Si je le remets sur la boutique... Hop là. Donc là, ça va sur tous les boutons, etc. Et, oups. Donc là encore, ça va là où je veux. Pour l'instant, c'est logique. Ça va sur le carrousel. Où est-ce qu'il est? Ah non, pardon, je suis sur la mauvaise page. C'était ici que je devais le lancer. Voilà. Et vous voyez qu'il ne passe pas du tout sur le descriptif du produit, donc ça permet aussi de révéler ce genre de choses. Et enfin, on va terminer avec les lecteurs d'écran. Alors, les tests avec les lecteurs d'écran sont obligatoires. Vous devez tester, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Généralement, quand on lance un lecteur d'écran, la première chose qu'on cherche à faire, c'est comment on l'éteint. Par contre, on peut faire des vérifications au préalable. On peut voir ce qui est exposé au lecteur d'écran avant de le lancer. Donc notamment les contenus exposés, les rôles, les états et les valeurs. Et tout ce que je vous ai montré avant, ça optimise déjà l'expérience au lecteur d'écran. Donc en respectant les règles qu'il y a avant, ça permet d'avoir déjà une bonne base. Ce qu'on va aller vérifier, c'est le respect de la sémantique HTML, la préservation de l'information, pouvoir donner des compléments d'information sur les changements de contexte. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré le fait d'indiquer que c'est une nouvelle fenêtre, d'avoir des libellés plus précis, parfois c'est un peu plus intéressant, d'avoir des associations de description, par exemple quand on a des images, d'avoir le fait que ça soit associé à une description détaillée, d'indiquer les états, quand quelque chose est ouvert, fermé, quand quelque chose est actif, inactif, etc. Donc tout ça, ça va nous permettre de rajouter du contexte et de la compréhension pour les lecteurs d'écran. Je vais vous présenter un outil que j'aime bien utiliser. Je vais me mettre sur une page, article. Et donc là, vous voyez déjà sur la page article, on a un titre de niveau 1 et on a de l'information ici juste au-dessus de l'article. On a le nom de l'auteur et on a une date. Mais avec une hiérarchie visuelle, forcément notre œil est d'abord attiré par le titre de niveau 1 et ensuite on arrive à lire, et ensuite on passe aux informations un peu secondaires. Mais un lecteur d'écran, quand il va passer dessus, ce qui m'intéresse, c'est qu'il lise d'abord ça en premier et ensuite qu'il lise les informations complémentaires. Donc et ce genre de choses, en fait, on va pouvoir le vérifier en lançant Aria DevTools. Alors, je ne sais pas si ça passe bien à l'écran comme ça.
Alors, pour les plus anciens, ça vous rappellera peut-être le Minitel. Ce qu'on va aller vérifier, en fait, c'est la sémantique. Donc, par exemple, on a les régions dont je vous avais parlé avant. On a bien une région qui s'appelle navigation et qui est labellisée par accès rapide. On a bien aller au contenu, aller au menu principal. Donc, c'est les vérifications dont je vous avais parlé avant. On a bien le logo avec écrit page d'accueil, parce que souvent, ce qu'on oublie derrière les logos, c'est que souvent, on retourne à la page d'accueil, mais est-ce qu'on l'a indiqué vraiment que c'est un retour à la page d'accueil? On a notre menu principal et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a d'abord notre titre de niveau 1, donc qui se trouve dans une balise article. On a un descriptif et ensuite on a le nom de l'auteur et on a la date. Alors que visuellement, ces choses-là apparaissent d'abord. Donc c'est ce genre de choses qu'on va aller vérifier avec un outil comme ARIA DevTools. Et vous avez vu ici, je n'ai pas indiqué auteur, je n'ai pas indiqué date, et pourtant, ces choses-là, je les indique au lecteur d'écran pour ajouter un peu plus de contexte pour une personne qui est aveugle. Donc voilà pour ARIA DevTools. Et pour les personnes qui sont un peu plus habituées à l'inspecteur de code, là vous avez la vue HTML et vous avez ce petit bouton qui permet de passer en vue arborescence d'accessibilité. Donc c'est tout ce que vous avez vu avec ARIA DevTools. En fait, c'est la vue arbre d'accessibilité, donc tout ce qui est exposé au lecteur d'écran en vrai. Donc c'est tous les rôles implicites du HTML. Donc par exemple, quand vous utilisez une balise de titre, vous avez bien un rôle heading qui s'affiche un paragraphe, une liste, etc., etc. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc nous, on va vous parler de Handicap. Donc c'est un site de sensibilisation qu'on a voulu ludique à l'accessibilité numérique. Si ça ne marche pas. Rapidement, des petites présentations. Donc moi, je suis Anaïs Sortet, je suis UX UI designer dans une ESN. Je suis en formation référent accessibilité numérique à l'Université de La Réunion. Et je suis aussi trésorière et mentor du design accessible dans une association qui s'appelle Artico, dont on reparlera un peu après. Et à côté, donc on a, petite précision aussi, j'oublie à chaque fois, pour ceux qui ne le verraient pas, je suis en fauteuil roulant avec un handicap moteur des 4 membres. Et vous verrez que ça joue un peu sur la suite. Et donc Félix Boquet, designer de solutions indépendants, il a inventé ça parce qu'il ne trouvait rien qui lui plaisait. Formateur indépendant et président et mentor design de l'association Artico. Et donc on est les co-créateurs de handicap.app. L'origine du projet, ça va vous parler, je pense, ça vient d'un constat un peu amer que j'ai vécu surtout sur 2025 notamment, qui vient d'une méconnaissance et de préjugés au sujet de l'accessibilité numérique et du handicap, même des handicaps. Les designers, les développeurs, mes clients, les community managers avec qui je discute ou ceux dont je lis les posts sur LinkedIn le disent tous, vous êtes certainement au courant, l'accessibilité c'est trop cher, c'est trop compliqué, ça bride la créativité. Et puis de toute façon, ça ne concerne que les sites qui s'adressent directement aux handicapés. Et il n'y en a pas beaucoup qui utilisent Internet, donc ce n'est pas très grave. Et puis aussi parce qu'à l'approche du 28 juin 2025, et donc de l'entrée en vigueur de l'European Accessibility Act, oui, je crois que j'ai dit dans le bon sens. Il y a eu beaucoup de nouveaux experts, j'insiste sur les guillemets au mot expert sur LinkedIn, qui faisaient des posts sur l'accessibilité numérique, qui nous partageaient des bonnes pratiques, souvent des copier-coller d'un autre qu'ils avaient trouvé. Et ces milliers de carousels ton sur ton
expliquer l'importance des contrastes accessibles, des alternatives textuelles, tout ça via des posts sauce emoji, supplément faux gras. Et donc, tout ce handy-washing, moi, ça a un peu titillé. Et en même temps, on a eu une occasion. Tous les ans, il y a un événement sur le design qui s'appelle la France Design Week, qui, comme son nom l'indique bien, dure à peu près un mois. Et en 2025, le thème, c'était design utile. Et quand en février du coup 2025, j'ai lu la thématique design utile, en fait, ça a fait qu'un bond dans ma tête. Design utile, pour moi, qui suis concernée, fallait parler de design accessible, fallait parler d'accessibilité et surtout de handicap. Donc, Félix et moi, on a créé pour notre association une exposition sur Le Mans qui s'intitulait « Le design au service du handicap ». C'était une exposition qui était en deux parties. Une partie vraiment théorique. Donc là, on parlait de qu'est-ce que c'est le design, qu'est-ce que c'est la conception universelle, pourquoi c'est important. On sensibilisait aussi aux différents handicaps, aux problématiques rencontrées par toutes les personnes en fonction de leur handicap. Et surtout, important pour faire le lien avec le design quand même, on montrait des exemples de solutions qui permettaient de compenser les problématiques. Et une deuxième partie qui était immersive, où pour sensibiliser un peu au mieux, on s'est dit qu'on allait mettre les visiteurs de notre exposition en situation de handicap temporaire, que ce soit physique ou numérique, on y vient. Donc on avait des missions pour sensibiliser au handicap visuel, auditif, physique, moteur, et aussi cognitif. Et on leur donnait des missions du quotidien à réaliser, et une fois qu'ils n'avaient pas réussi à réaliser la mission, on leur montrait des solutions d'adaptation qui avaient été pensées souvent par des designers, des ergothérapeutes et autres. Je ne m'étends pas trop. Et donc, pourquoi je suis là ce soir ? Pour la partie numérique du coup, de l'exposition, on a créé un petit site internet qui s'appelle donc Handicap, pour le petit jeu de mots. Et donc son but, c'est de sensibiliser au handicap, à la pluralité des handicaps, sensibiliser aux barrières qu'on peut rencontrer quand on est handicapé sur le numérique, ou quand on est en situation de handicap même temporaire. Mais surtout, on ne voulait pas que ça soit juste quelque chose qui allait montrer ce qu'on peut vivre. On voulait aussi y ajouter les explications de pourquoi c'est problématique de faire ci ou ça, et des pistes de correction, histoire d'éduquer un peu tout le monde et de proposer des pistes. Donc là, il y a une image d'une capture d'écran d'une des missions qu'on peut voir sur le site. On fera une petite démo rapidement à la fin, où on va demander à un utilisateur qui est atteint de protanopie, donc l'impossibilité de voir le rouge, de choisir un t-shirt rouge sur un site de vente. Malheureusement, il n'y a que les petites pastilles de couleur, mais il n'y a rien qui dit que c'est du rouge. Et vu qu'on ne voit pas le rouge, on ne peut pas. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre des exemples concrets et d'essayer de faire ça d'une manière assez ludique pour mettre en avant l'impact sur les utilisateurs et la pluralité des situations, que tout le monde puisse comprendre que ça ne touche pas qu'une ou deux personnes. Et je passe la main à mon collègue. Bonsoir tout le monde. Du coup, pour le replay, vous serez un peu lésés, mais au moins vous me verrez vous, mieux que Anaïs. Donc on va parler surtout de la création. En gros, quelques petits secrets. On ne va pas vous filer tous les secrets parce qu'on passerait des heures et des heures à en parler. On pourra parler après, si vous voulez, pendant la démo et les questions. Donc en fait, comment ça s'est passé ? Nous, on a fait face à une grosse problématique qu'on a un peu cherchée, on l'avoue. Comme le disait Anaïs, on a poussé ce projet-là en pleine France Design Week, et on avait donc une exposition à faire, sauf que pour faire ça, on n'était que deux. Pour faire l'exposition, le contenu, les recherches de partenaires, je ne sais plus ce que j'ai mis d'autre, tout ce qui était partenaire, tout ce qui était intervenant, prêt de matériel,
créer des objets aussi, parce qu'il faut avoir du mobilier pour une exposition, ou alors il faut l'acheter, ou il faut le louer. Et tout ça, soit on a les moyens, spoiler, nous on ne les avait pas, soit on le fait, et donc on a dû faire tout ça à 2, et en 2 mois, puisque en fait on a eu le feu vert en juin, juillet, et donc il fallait que tout soit prêt en début septembre, puisque la première semaine de septembre, la truc était lancée. Donc il fallait que tout soit imprimé, etc. Et tout ça, c'est évidemment sans compter la partie numérique, puisque comme le disait Anaïs, on a fait plein de trucs sur la partie physique et donc sur le lieu de l'exposition, mais il fallait aussi toute une partie digitale, donc tout ce qui était le site de l'application handicap qu'on vous montrera à la fin, le programme web, je sais plus ce qu'on a fait un audio guide aussi qu'on pourra évoquer un peu plus tard aussi également. Et donc tout ça, ça prend énormément de temps aussi, et donc il faut trouver des solutions si on veut faire tout ça. Donc clairement, on s'est chargé la mule, peut-être un peu trop, mais on a réussi. Et donc pour réussir ça, on est passé par plusieurs étapes. La première, normalement c'est par ça qu'on passe, on fait d'abord un petit brainstorming, on réfléchit ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, on pose les choses sur la table, et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait des maquettes. Alors normalement, on est censé faire des wireframes, donc des petites maquettes un peu dégueulasses en noir et blanc avec rien dessus, qui dit juste là je veux un truc, là je veux un truc, là c'est un bouton, là c'est je sais pas quoi, bref. Et donc nous on n'a pas fait ça, on s'est dit directement on veut le produit fini, il faut que ça aille vite. On avait une idée très claire en tête, on avait la chance d'avoir l'identité visuelle puisque c'est la base de l'identité visuelle personnelle d'Anaïs. Donc elle avait déjà bossé dessus et connaissait le projet puisque c'est son site d'identité et en plus elle est designer. Donc on est parti de ça, on a fait des maquettes HD et on s'est dit ce qu'on va faire, on est pile poil dans le moment où il y a plein d'IA, il y a Bolt qui existe et Bolt c'est super cool, on peut pousser des trucs et il nous fait des trucs incroyables, des sites super calés avec des CMS, etc. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça s'est vendu comme ça, mais ça marche pas comme ça. Donc on a poussé ces belles maquettes HD qui étaient finies, qui étaient propres, qui étaient nickel, et il nous a pondu un truc dégueulasse. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que soit on faisait le projet, soit on arrêtait tout, parce que finalement on n'y arriverait pas. Spoiler, on n'est pas trop de ce genre-là, donc on a foncé tête baissée dans autres choses. Donc on a fait marche arrière, et en fait on a fait ce qu'on n'avait pas fait au tout début. Les petits wireframes, les trucs vraiment tout moches, où il n'y a rien dessus. Et en fait on a fait ça, on a poussé ça à l'IA, elle nous a sorti un truc structuré, propre, moche, mais structuré, mais moche. Et en fait, une fois que ça c'était moche, fini, bien calé, en fait, on a poussé tous les styles dedans, à la main, avec des prompts de nouveau, mais avec des images pour dire va affiner cette zone-là, va affiner ce petit truc-là, le bouton avec le... Vous verrez, il y a des effets qu'on a un peu cherchés, qui sont un peu complexes. Et donc tout ça, en fait, il a fallu vraiment affiner soit avec des prompts, soit avec du code CSS directement, et aller chercher les endroits spécifiques dans le code où il fallait éditer et améliorer le contenu et la visibilité. Et donc ça, cette marche arrière, on l'a pu la faire, ça a bien fonctionné, mais le problème, c'est que nous, en fait, on n'est pas des devs professionnels. Enfin, moi, je fais du dev, mais je ne suis pas développeur à proprement parler, donc je ne vais pas faire du code de la qualité d'Amza, par exemple. Et donc pour faire ça, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que le mieux pour produire un truc qui soit quand même qualitatif, qui soit fonctionnel aussi lors de l'expo, quand même le but premier d'avoir un proto qui marche bien, même s'il n'est pas totalement fini, le but c'était d'avoir un dev en plus avec nous, et dans l'association on a la chance d'avoir une personne qui est dev justement et qui nous aide sur d'autres sujets. Donc on a l'habitude de travailler avec cette personne-là, on sait qu'elle peut aller très vite et de manière très qualitative, et donc c'est comme ça qu'on a fait. Sauf que, j'ai bien ajouté des saufs, ce genre-là, sauf que il y a des limites. Les limites du début pendant le proto, mais il y a des limites aussi après, une fois que globalement le visuel est fait, que le site a l'air de fonctionner. Tout ça, ça a l'air super intéressant, ça marche visiblement, mais est-ce que ça marche réellement? Et en fait, juste le fait de se poser cette question-là, c'est une bonne démarche, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que non, ça fonctionnait juste partiellement. Tout ce qui était au niveau de l'accessibilité, c'était entièrement perfectible, parce qu'en fait, il a fait n'importe quoi, il nous a ajouté les fameux ARIA labels, les ARIA, etc., tous les balises ARIA qu'il pouvait ajouter, il les a mis, et il les a mis absolument partout. Mais vraiment partout. Donc tout ce qui était lecteur d'écran, tout ce qui était tabulation, etc., tout était perdu. Et en plus de ça, on avait des informations qui ne servaient à rien pour les lecteurs d'écran. Donc ça, c'est vraiment le gros manque, c'est la limitation de l'IA, puisqu'en fait, l'IA, elle va reproduire des choses, et elle va reproduire des choses sur la base de ce qu'elle sait déjà, sauf que
spoiler, ce qu'elle fait, bah, c'est pas ouf. Il y a énormément de problématiques liées à l'accessibilité. Donc en fait, elle se cale sur des mauvaises pratiques. Donc forcément, elle les répète et donc la qualité derrière est pas top. L'autre limitation, c'est surtout qu'aussi on est 100% bénévole, on est une association qui a produit ça. Et donc ce projet, c'est aussi un projet personnel, donc on voulait vraiment que ça soit un truc d'intérêt général de A à Z. Et donc pour faire ça, en fait, on n'avait ni moyens, on avait 2 paires de bras plus une autre qui est arrivée en support sur la partie dev. Et donc on n'a pas de financement. Les financements qu'on a cherché à avoir qui venaient de l'ESS étaient compliqués, on nous a refusé parce qu'en fait on est un site internet. Même si on répond à la question de l'accessibilité et qu'on va aider un nombre de personnes très clairement infini, et en fait c'est refusé puisqu'on est un site internet. Donc ça c'est une problématique aussi importante. Et puis autre chose derrière, c'est avec la limite de temps qu'on avait, on n'a pas pu proposer tout le contenu qu'on voulait, donc on avait 7 missions finales actuellement, contre je ne sais plus combien, 15 qu'on envisageait, et puis on a créé 3 pages au lieu de 10, parce que voilà, on a manqué de temps, et puis au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Et donc ce qu'on attend maintenant, et ce qu'on va faire aussi, il va falloir des coups de main, et puis il va falloir mettre la main à la pâte dès le moment où on va pouvoir aussi. Donc en gros, la suite, ça va être de corriger un maximum l'accessibilité. On a fait une passe déjà qui était importante, mais avec des connaissances limitées, comme je vous disais. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment réaliser un audit de ce qu'on a fait. Est-ce que finalement, ce qu'on a corrigé, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut faire encore mieux? Honnêtement, je pense qu'il faut faire clairement mieux. On a la chance d'avoir une personne qui vient de se greffer à l'équipe aussi, qui vient d'arriver, qui est peut-être dans la salle, qui est là-bas, c'est ça, je t'avais vu. Et donc qui est Claire, qui vient d'arriver sur toute la partie optimisation de l'accessibilité. Donc il va nous accompagner là-dessus et qui va essayer de trouver les petits trucs qui ne vont pas pour améliorer tout ça. Et puis on va évidemment chercher aussi plus de collaborateurs, comme Claire, comme d'autres, et puis évidemment des sponsors. Donc voilà, toute cette partie-là est très importante et ça va nous aider à aller vers ce qu'on veut en termes d'étape, qui va être l'étape 2 la plus importante, d'ajouter un CMS, donc ce qui est marqué là, le CMS, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est, ça permet de gérer les contenus plus facilement, grosso modo. Et donc ce qu'on veut faire, c'est d'avoir quelque chose qui nous permet ça, puisqu'en fait actuellement, toutes les données, c'est l'IA qui les a pondues, elle a pondu un truc en dur, donc c'est des données en code, et il faut tout modifier dans le code. C'est imbouffable, et honnêtement, Anaïs, il y a peu de chances qu'elle sache le faire. Donc ça limite encore le nombre de personnes qui peuvent éditer le code. Donc c'est aussi très problématique dans un projet qui est voué justement à évoluer avec plusieurs personnes, justement parce qu'on n'a pas énormément de temps. Et donc le but final, c'est de créer vraiment beaucoup de missions, de pouvoir avoir des missions dans différents parcours. Actuellement, je ne sais plus combien, on n'a pas de parcours, mais je crois que c'est 4, 5, un truc comme ça. Donc c'est peu comparé à ce qu'on avait prévu. Il y a toute une partie sur des missions vraiment avec un point de vue technique qui sont assez forts, tout ce qui est vidéo. On a des missions en tête, mais sauf que la vidéo, on maîtrise très peu. Et donc, voilà, ça va être... Le but, c'est ça, c'est de permettre un maximum de personnes qui puissent se greffer dessus pour faire évoluer le projet. Et donc voilà, ça c'est l'équipe Artico, donc on a Anaïs, moi-même, Axel, donc, qui est notre développeur qui n'est pas là ce soir, et puis Claire, qui est là-bas au bout, qui est aussi développeuse. Et puis peut-être parmi vous, il y aura quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont vouloir se greffer sur le projet aussi. On vous invite très fortement à le faire. Si vous êtes développeur full stack, React, d'autres technologies, que vous êtes expert en accessibilité, parce qu'on a envie d'avoir plus d'accessibilité. Et puis voilà, si vous maîtrisez des lecteurs d'écran, etc., n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis nos bras sont ouverts. Et du coup, on va faire une petite présentation du truc quand même, parce que bon, c'est un peu le but, si j'y arrive. Parce qu'il n'est pas accessible sur mobile. Et non. Mais je ne vais pas réussir. Hop. Donc, handicap.app. Donc, c'est l'histoire du petit handicap qui découvre les handicaps sur le numérique. Donc, on l'a symbolisé par un petit symbole tchèque, parce que lui, il est valide, évidemment. Et puis derrière, dans le flou, il y a des handicapés qui sont un peu cachés.
et qui sont symbolisés par des petites formes. Bref. Et donc l'idée, on a une page d'accueil sur laquelle on va avoir différents parcours. Cette page d'accueil, c'est pour l'instant la chose qui doit être la plus accessible et la plus terminée. Vu qu'on sait que ce n'est pas accessible et que moi, mes collègues en sont témoins ici, un petit peu de mal à publier ce site et à en parler parce que quand tu es en formation référent accessibilité et que tu postes quelque chose de pas accessible, ça fout un peu mal. Du coup, on avait quand même prévu le coup, même pour l'expo, on a fait une transcription textuelle. Alors, c'est un Google Doc, donc c'est pas forcément l'idéal, mais au moins, il y a une transcription qui permet d'avoir l'explication des missions. Parce que pour le coup, les missions, elles sont absolument pas accessibles du tout, par faute de temps. Et puis parce que si je fais une mission sur le daltonisme et que je la rends accessible, du coup, il n'y a plus de mission. Donc, il y a certaines missions qui seront forcément pas accessibles à certains types de handicap. Par exemple, dans les idées de mission, on va avoir des choses avec de la navigation au clavier. L'idée, ça va vraiment être de dire, vous n'avez pas de souris, vous devez cliquer sur ce bouton-là, comment vous faites ? Et qu'il n'y ait pas de navigation clavier. Et sauf que si la navigation clavier, elle fonctionne, il n'y a plus de mission. Donc, juste pour vous montrer comment fonctionne un parcours, je ne vais pas prendre celui que j'avais mis dans la capture d'écran de tant qu'à faire. Donc, pour l'instant, on en a 5. Donc, 2 parcours sur des troubles visuels, donc troubles de la perception des couleurs, comme on évoquait, voire avec une maladie oculaire. On a un parcours sur les mouvements limités. Et puis ensuite, on a des parcours liés à différents troubles cognitifs, donc un trouble de l'attention ou de la mémoire et des troubles 10. Alors, vous verrez si vous testez, c'est volontairement très, très, très exagéré, notamment pour le trouble de l'attention, on a été un peu loin. Les mouvements limités, c'est pareil, on a fait avec ce qu'on pouvait en termes de dev. C'est pas forcément très, très représentatif, mais un petit peu quand même. Un curseur qui bouge tout seul, mais il bouge vraiment beaucoup. Donc, c'est un peu exagéré, mais c'est aussi comme ça que ça va potentiellement plus marquer. Donc, voilà, c'est un parti pris. Donc, si je clique sur « Commencer le parcours », j'ai une petite explication qui va me dire quel rôle je joue, donc, et puis la mission. Donc là, dans ce parcours, je te propose de découvrir les problématiques que peuvent rencontrer des personnes qui, comme moi, voient flou. Ah oui, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais vu qu'on aime bien l'humour, à chaque fois, le petit bonhomme qui fait passer la mission, c'est une personnalité qui est concernée par ce trouble de handicap, histoire de montrer aussi que ça concerne tout le monde. Donc là, notre petit Claude M, c'est Claude Monet, tout simplement. Donc sur l'écran qui va apparaître, on doit lire le texte et répondre à la question. Donc je lance le parcours et voilà. Alors là, je vous laisse lire. Alors peut-être qu'en grand, on ne voit pas très bien. Donc voilà, l'idée c'est un texte tout flou avec des boutons tout flous et on dit cette question est difficilement lisible avec une vision floue alors qu'elle n'est pas bien compliquée, n'est-ce pas? Et donc là, il faut cliquer sur oui ou non. Et après, on va avoir la réponse. Et c'est là qu'on a les plus gros problèmes d'accessibilité parce qu'on a voulu faire très vite. C'est que là, c'est une capture d'écran. On n'avait plus de temps. Il nous restait à peine une semaine pour finir. Mais ça va, promis, on s'en occupe. C'est Claire qui va s'en occuper. Et donc là, l'idée, c'est de relever à chaque fin de parcours, qu'est-ce qui ne va pas, mais surtout de proposer quelque chose qui pourrait améliorer. Donc là, par exemple, on dit qu'il ne faut pas choisir une police d'écriture trop fine et puis qu'il faudrait permettre à l'utilisateur de pouvoir zoomer le contenu
pour que ça soit plus lisible. Et puis il faut aussi utiliser des couleurs suffisamment contrastées parce que plus le contraste est important, même si on voit flou, mieux on verra. Et donc, quand il y a plusieurs missions dans un parcours, on peut passer à la mission suivante. Donc là, je crois que c'est un peu la même chose. Oui, voilà, les contrastes. Donc là, on a quelque chose, pareil, on a volontairement cherché loin. On a un ratio de contraste de 1. C'est deux couleurs qui peuvent aller ensemble, à la base du vert, du orange, mais l'un sur l'autre, ça pique les yeux. Et là, je ne vais même pas essayer de lire parce que ça fait mal aux yeux. Donc vous avez 30 secondes, je crois, quelque chose comme ça, pour lire le texte, comprendre le texte, retenir le texte et ensuite répondre à une question. Et la question, il y a encore des contrastes éclatés. Et donc, on demande que faisait Olivia pendant que Paul réparait. Alors, vu que je n'ai pas lu le texte, on ne saura pas. De quoi ? Ah, j'avoue que sur le... Ouais, c'est parce que c'est plus grand. Et donc, à la fin, on donne de nouveau des pistes d'amélioration. Donc, ici, le ratio de contraste, il était de 1, donc pas assez contrasté. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? On aurait pu écrire en noir sur le fond coloré, écrire en couleur sur le fond noir, ou tout simplement garder la couleur, mais mettre un arrière-plan plus clair, pour avoir des contrastes de 4,5 pour 1. Et donc, à la fin, on a une petite fiche parcours qui va récapituler toutes les missions de ce parcours et tout ce qu'il fallait faire pour améliorer l'accessibilité par rapport à ce parcours. Voilà, globalement. Donc, dans les prochaines pages aussi, qu'on n'a pas mis là, l'idée, c'est justement pour contrer cette inaccessibilité des missions, c'est que toutes les pages sur les parcours et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'accessibilité seront accessibles sans faire les missions, si besoin. Et puis, on aimerait aussi avoir du contenu de sensibilisation vraiment au handicap, à savoir qu'on comprenne un peu pourquoi il ne faut pas avoir des contrastes trop clairs. Il y a bien une raison, qu'on explique la raison, et que comme ça, on espère que tout le monde comprendra que ça concerne tout le monde et c'est important et qu'il faut le faire. Et donc si vous voulez tester ça, préférez un navigateur qui est basé sur Chrome. Ah oui. Firefox, il est totalement planté. Voilà. L'exposition, c'était sur Chrome, donc on a fait pour Chrome. Voilà. Mais apparemment, elle ne sait pas tout gérer non plus là-dessus. Non, Firefox, il corrige le problème de daltonisme, donc c'est les vraies couleurs. Donc si vous voulez juste avoir tout bon au test, c'est bien, mais sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, c'est bon pour nous. Félicitations. Alors, on arrive vers la fin, mais comme vous êtes quand même venu de loin, on va vous laisser une question. Alors, choisissez-la bien. Alors, cependant, n'hésitez pas à revenir vers eux. C'est justement le but aussi. C'est même important parce qu'ils sont venus en partie pour recruter du monde. D'abord, est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle ? Identifiez-vous. Bon, qui a des questions maintenant ? Non, mais pas nécessairement des développeurs. Ah. Bonsoir, merci pour la presse. Juste pour savoir, sachant que vous n'êtes pas développeur, pourquoi ne pas avoir pris un outil, j'allais dire type WYSIWYG, pour créer le site vous-même sans avoir besoin d'aide, justement ? Puisque vous aviez la matière graphique, éventuellement l'IA pour présenter, faire des tests, et derrière un outil type WYSIWYG pour l'intégrer sans aide. Alors le truc, c'est que en fait, nous, on a l'habitude de bosser sur Figma, donc en fait, par habitude, on allait sur Figma et on ne s'est pas posé la question. Donc déjà, c'est un gros problème. Et puis ensuite, c'est pareil, tout ce qui est WYSIWYG, il aurait fallu de toute manière retourner derrière sur le code et puis retravailler un peu le code. Et puis on voulait aussi, moi c'était une habitude que j'avais déjà, je bosse en fait souvent avec des librairies de composants qui existent pour m'assurer derrière qu'il y a un minimum d'accessibilité qui est là en fait.
c'est pas le cas de toutes les librairies, il y en a certaines qui sont pas ouf. Et donc c'était aussi une manière en fait de s'assurer qu'il y a un minimum d'accessibilité et puis de choses bien faites. Parce qu'avec un WYSIWYG, on ne sait pas toujours ce qu'on peut faire réellement. Il y en a certains qui sont très limités et d'autres. Certains sont très corrects. C'est pas. Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas tout modifier dedans pour arriver à, je pense, à un taux de conformité de 100%. Mais on peut quand même. Il y a quand même. Enfin, c'est un exemple. Moi, j'ai utilisé Wix. Je sais que c'est pas formidable comme outil, mais j'ai eu besoin pour un projet parce que le client avait cet outil. On peut quand même tester l'accessibilité, c'est-à-dire déjà, ne serait-ce que vérifier que les images ont bien un halt ou n'ont pas de halt en fonction de si elles sont décoratives ou pas, etc. Donc il y a quand même des petites choses dedans. Et derrière, par contre, pour créer un site rapidement, créer des nouvelles pages, etc., ça me semblait plutôt évident. Et si derrière on veut créer des nouveaux développements, on peut quand même coder dedans. Alors après, mais tout dépend effectivement. Il y a aussi ça qu'on voulait avoir, c'est la liberté aussi de pouvoir modifier le code exactement comme on voulait, et vraiment tous les éléments du code. Et puis de pouvoir greffer aussi derrière sur n'importe quel CMS, parce que c'est pareil, certains CMS sont gratuits, certains sont payants, ils ne sont pas tous aussi faciles à utiliser et à brancher sur des sites. Et puis le dev qui est venu avec nous sur l'équipe, c'est un anti-WordPress, il ne sait pas bosser sur WordPress. Et moi aussi. Et je ne veux plus bosser sur WordPress pour des raisons personnelles. Et Anaïs ne bosse pas sur WordPress non plus. Donc il y a évidemment des constructeurs qui sont cool, il y a Plasmic qui existe, il y a des alternatives open source, mais il y a énormément de limitations aussi avec ça. C'est souvent, c'est comme l'IA, en fait, il y a toujours de toute manière une partie magique, et puis derrière un truc qui est caché par la partie magique. Et puis il y a aussi le côté où... Alors moi, je suis un peu pixel perfect, j'ai fait de l'intégration en plus. Et je sais que pour avoir testé des choses sur Wix ou sur WordPress, il y a toujours un truc que je veux faire et c'est pas pile poil comme c'est pas exactement ce que moi j'avais décidé. Et du coup, ça, c'est un gros frein aussi. C'est peut-être un petit peu trop peu rigide, peut-être. Alors, je suis désolé, je vais devoir clôturer. J'aurais voulu vous laisser plus de questions, mais n'hésitez pas à aller vers eux. Alors, vous l'avez entendu, il y a des pizzas qui sont en cours de préparation accompagnées de boissons. Donc, n'hésitez pas à aller vers les pizzas après être allé vers eux, bien entendu. Voilà, merci beaucoup. On espère que vous avez apprécié les talks. Si jamais vous voulez nous soumettre...